Retrouvons à présent notre invité au cœur de l'info. Patrick Chauvel est un journaliste qui prend des photos. C'est ainsi qu'il se définit. Reporter de guerre depuis plus de 50 ans. Il couvre tous les conflits. Le Proche-Orient, l'Afghanistan, l'Ukraine, Panama, Vietnam, Tchétchénie. La liste est encore bien plus longue, avec une même exigence au plus près des combats pour être la voix des anonymes qui font l'histoire. Bonsoir Patrick Chauvel. Vous êtes aussi réalisateur et vous allez nous offrir votre regard sur les événements qui se déroulent sous nos yeux. Et nous allons parler évidemment de transmission. C'est l'objet de votre fondation qui repose sur ce fonds phénoménal, 380 000 de vos photos. Alors, vous avez été le témoin de près de 60 ans, je ne voudrais pas vous vieillir non plus, mais d'histoire internationale. La guerre des 6 jours qui a redéfini la géopolitique du Proche-Orient, vous y étiez déjà? Oui, c'était mon premier reportage, j'avais 17 ans. Et j'étais parti comme volontaire en Israël. Ils cherchaient des gens pour remplacer les soldats mobilisés, parce que dans les kibboutz, il n'y avait plus personne pour ramasser les fruits. Et donc on est parti, c'était un voyage payé par Israël. Et moi je voulais aller en Israël parce que mon grand-père, qui était ambassadeur, et mon père, qui était journaliste, me disaient « la guerre va éclater ». Donc j'ai trouvé ce moyen d'y aller parce que je n'avais pas d'argent. Et donc on a fait Paris-Brindisi en bateau jusqu'à Haïfa. Et là, je me suis retrouvé dans le kibboutz Yagour, où j'ai commencé à travailler avec des volontaires, à ramasser les oranges. Et à un moment donné, la guerre a éclaté. Et du coup, on est parti vers le front. Témoin privilégié de cette guerre. Mais vous n'étiez pas encore vraiment photographe. Vous êtes parti avec un appareil photo, mais les photos n'ont pas été excellentes. Je ne savais pas m'en servir. Donc, presque toutes les photos sont ratées. J'ai la preuve que j'étais là-bas parce qu'un soldat israélien m'a pris mon appareil photo. C'est la seule bonne photo, réellement. Et il m'a photographié devant le mur des lamentations aux côtés d'une soldate israélienne. À partir de là, vous n'avez couvert que des guerres. Vous avez choisi de ne couvrir que des guerres ou est-ce que ça s'est imposé à vous? Non, en fait, j'avais vraiment envie de couvrir l'histoire avec un grand H. Et on sait bien que l'histoire, si vous prenez tous les livres d'histoire, c'est des guerres. C'est les guerres qui font les frontières, qui défont et refont les rois. La guerre est là tout le temps dans notre histoire avec un grand H et je voulais la vivre. Bon, je suis un peu tombé dans la potion magique avec mon père, Joseph Kessel et Schendorfer. J'écoutais leur l'environnement familial, en fait, des figures emblématiques qui étaient là. Je crois qu'on a une photo qu'on peut voir maintenant ou qu'on verra un peu plus tard. Mais... D'accord. Mais en fait, voilà, donc la guerre s'est imposée à moi, on va dire. J'avais le goût de l'aventure, le goût du risque, donc je suis parti au Vietnam, voir ce qui se passait, voir si j'y étais, comme disait mon père. Et donc je lui ai demandé, est-ce que je peux aller là-bas? Il m'a payé un billet d'avion, je me suis retrouvé au Vietnam, à Saigon, en 68. Et à partir de là, les guerres se sont enchaînées. C'est la guerre qui vous a réellement... Cette guerre-là, le Vietnam, c'est la guerre qui vous a réellement initié. C'est la guerre où je deviens journaliste. Dans tous les journaliste. sens du terme, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que c'est les premiers combats auxquels j'assiste. C'est l'époque absolument facile pour les journalistes. Il n'y a pas de restrictions. Les Américains ont cette naïveté de penser que tout le monde est d'accord avec eux. Ils sont persuadés d'avoir raison. Je le pense aussi à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre du Vietnam est une guerre civile. Donc les Sud-Vietnamiens avec l'aide des Américains, les Nord-Vietnamiens avec l'aide des Russes. Au hasard, on retrouve les mêmes aujourd'hui. Et donc, j'étais avec l'armée américaine tout le temps. Ils m'avaient demandé pour qui je travaillais. Bêtement, j'ai répondu PIF Magazine. Ils ne connaissaient pas, si? Non, heureusement, c'était un journal communiste. Oui. Enfin, c'est. Et donc, j'étais le PIF Magazine correspondant. Ce qui ne semble pas très crédible. Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est un magazine dessiné... C'est une bande dessinée. Voilà. Ouais. Donc, au jeune public. Par contre, j'ai rencontré ce prisonnier vietnamien qui m'a raconté sa guerre. Et du coup, ça me paraissait moins noir et blanc, l'histoire. Donc, j'étais moins pro-américain, pas pro-lui non plus. C'était compliqué, je me suis senti seul. En fait, j'étais devenu journaliste, en fait. Cette naïveté des Américains qui autorisait les journalistes à accéder à tout le champ qu'ils pouvaient couvrir eux-mêmes, elle a complètement disparu. On l'a vu en 2003 notamment. C'est la première fois, je crois, en 2003 en Irak, quand les Américains interviennent en Irak, on parle des journalistes embedded, qui cette fois-ci ont besoin d'une autorisation pour pouvoir suivre la guerre aux côtés des soldats. L'embedded a toujours eu lieu. C'est juste qu'à un moment donné, la restriction était beaucoup plus forte. Ils faisaient des poules presse. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de la puissance de l'image, comme la petite fille brûlée au Vietnam, qui a changé l'opinion américaine.
en fait. Exactement. Et là, actuellement, d'ailleurs, il y a une petite polémique sur cette photo. La paternité de la photo est contestée. Ouais. Voilà, ça fait polémique. Il y a un petit débat. Je Ouais, je vois pas vraiment pourquoi on remet en question les choses 50 ans après, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a des enquêtes en cours, effectivement, et je crois qu'il y a un grand soutien aux photographes. C'est-à-dire que les gens qui accusent ce photographe d'avoir changé le nom, enfin revendiqué cette photo, n'étaient pas là. Donc de quoi ils parlent? Moi, je connais Nicut, c'est un type formidable. Je ne sais pas s'il a revendiqué une photo qui n'était pas la sienne, mais ça, c'est du passé. La photo est là. Et elle a changé le cours de l'histoire. Elle a changé le cours de l'histoire. Ce serait dommage qu'il y ait un problème, mais le ressortir un problème 50 ans après par des gens qui n'ont jamais été au Vietnam, ça me paraît pas très utile. À propos de l'histoire, Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Obs, disait, pour parler des journalistes, des reporters de guerre, en tous les cas des grands reporters, il parlait des ouvriers de l'éphémère. Il disait le grand reporter traite d'informations qui sera balayée le lendemain et qui pourtant laissera très probablement une trace dans l'histoire. C'est la sensation que vous avez eue et que vous pouvez avoir quand vous regardez dans le rétroviseur cette longue carrière, ou est-ce qu'il a quand même fallu vous battre énormément avec les rédactions internationales, que ce soit à Paris ou à l'étranger, pour défendre des sujets? Non, pas vraiment. Les rédactions étaient à l'écoute. Alors après, au fur et à mesure, c'est vraiment devenu un business, tout ça, de plus en plus. C'est aussi des médias qui sont achetés par des gens qui veulent influencer le public. C'est pas forcément des journalistes qui possèdent les journaux dans certains endroits. Donc ça devient compliqué. C'est le showbiz qui prend le pas sur l'actualité brûlante. Moi, j'avais rencontré Siegel à un dîner. Je lui avais raconté l'histoire de Grozny, les Tchétchènes contre les Russes. Il m'avait dit, on va faire 10 pages et tu vas faire un long texte parce que vraiment ce que tu racontes, qui est directement à la première personne sur ce qui s'est passé, ça m'intéresse. Et on m'a appelé juste avant le bouclage en me disant, en fait, tu fais qu'une page. Il y a un sujet qui fait la une et 11 pages. Et c'était Cantona qui avait frappé à... Oui, il y avait un coup de tête. Voilà, un coup de boule. Un coup de boule, je ne sais plus. Donc voilà, d'un seul coup, le football, un coup de pied... prenez le dessus sur, je confonds avec Zidane, effectivement, avec le coup de boule de Zidane. C'est important, c'est la vie, et c'est aussi pour ça que la plupart des gens se battent, c'est pour protéger cette paix où les gens peuvent s'amuser, faire ce qu'ils veulent et être libres. Mais il ne faut pas exagérer quand même. À un moment donné, il faut quand même parler de la guerre, parce que si on ne connaît pas la guerre, on ne peut pas l'empêcher. Pourquoi ce besoin d'aller au plus près? Qu'est-ce que ça raconte de plus? Parce que vous allez vraiment sur la ligne de front, vous allez vraiment dans les tranchées, on va voir des images. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça donne en plus à voir? C'est les gens qui défendent cette liberté, justement. Donc moi, ça m'intéresse d'aller les voir. C'est pas possible de parler d'une histoire sans aller au fond de l'histoire. Là, les images que l'on voit, on est en Ukraine. Là, voilà, ils guettent les drones. Là, c'est une position de mortier. Donc c'est les soldats ukrainiens qui attendent de voir si les drones russes s'approchent ou pas pour pouvoir ouvrir le feu sur les Russes. Voilà, là, c'était un commandant qui se cache en attendant de pouvoir sortir et combattre. Il n'y a qu'en première ligne qu'on va comprendre le soldat, qui est un citoyen en uniforme de toute façon, hein, donc c'est aussi un civil d'une certaine manière, un civil entraîné qui sait ce qu'il fait par rapport à un civil qui n'est pas entraîné. Encore plus en Ukraine, effectivement, puisque en Ukraine, au début de la guerre, tout le monde a voulu s'engager. Moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que au début, c'était beaucoup de civils qui avaient... Et puis, il y avait des réservistes aussi. La chance qu'a eu l'Ukraine au début, c'est que chaque Ukrainien faisait une sorte de service militaire sur le front, qui était une guerre larvée, mais il y avait quand même 1 ou 2 morts par jour, par tir, par mortier, etc. Donc, quand les Russes ont attaqué, ils avaient 400 000 réservistes qui avaient l'expérience du feu, plus leur armée. Le problème, c'est que nous, on n'a pas 400 000 réservistes, si jamais ça nous arrivait en France. Et c'est la question qui se pose actuellement au sommet de l'État. Être au plus proche de la guerre, c'est aussi prendre le risque d'une balle. On va voir d'autres photos, notamment au Liban, c'est en 82. Il y a des chars, voilà. Vous êtes très proche, vous allez nous raconter cette photo peut-être. Là, j'étais avec des gens du groupe Amal, c'est un groupe libanais, chiite, qui d'un seul coup, on dormait en fait. Et apparemment, 2 chars Merkava israéliens et un transport de troupes se sont perdus.
et on se sont approchés des Palestiniens. Il y avait un M113, un transport de troupes avec un missile sur le toit qui était plus loin. Et ils sont tombés dans l'embuscade des Palestiniens. Enfin, c'est pas des Palestiniens, c'est des Libanais. Et il se trouve que moi j'étais avec eux, et donc on s'est levés, on dormait, et les chars israéliens brûlaient, les soldats, enfin les gens d'Amal ont ouvert le feu, les militants d'Amal ont ouvert le feu avec des lance-roquettes. Mais très vite, les Israéliens ont réagi et ont contre-attaqué. Et là, ça a été un peu la débandade. Et pas mal des hommes avec qui j'étais ont été tués. Et moi, j'ai pris une balle dans l'appareil photo. Ouais, seulement l'appareil photo. Seulement, ça raconte quand même l'histoire. Être au front, ce serait malhonnête de raconter l'histoire de l'Ukraine, d'Israël, de la Palestine, ou quels que soient les combats, si on n'allait pas à un moment donné au front. On ne fait pas que le front, mais le front est important. C'est là où ça se passe. Alain Louillot, grand reporter qu'on avait reçu sur ce plateau il y a quelques mois, a écrit « La race des grands reporters prêts à prendre des risques pour aller chercher les faits sur le terrain, puis les rapporter avec honnêteté et talent n'est heureusement pas éteinte. Malgré la pression du risque, le manque de moyens, il y a toujours des femmes, des hommes prêts à partir pour apporter ce qui se passe réellement sur le terrain. » Vous avez, Patrick Chauvel, 76 ans. C'est aussi pour ça qu'on vous invite, parce que vous avez cette vision élargie du monde dans lequel on évolue. Vous continuez d'aller sur le front. Ce que vous voulez rapporter, ce sont ces faits. C'est constamment interpellé, peut-être pour contrer aussi ces nouveaux médias qui ont débarqué ces dernières années. D'abord, si on n'allait pas au front, on risque de perdre la vérité et le sens même du conflit. Et l'état d'esprit des Ukrainiens, pour le coup, là, ou des Palestiniens, ou des Israéliens, juste après le 7 octobre, parce que moi, j'y suis allé un peu tard, mais j'y suis allé, et je ressentais encore la rage, la colère et la surprise des Israéliens. Et c'est important. Des images, d'ailleurs, de soldats israéliennes, voilà qui viennent se recueillir. Mais en fait, l'important, c'est d'être au cœur du problème et de ressentir ce que ressentent les gens pour pouvoir après raconter l'histoire. On ne peut pas raconter l'histoire en restant à l'hôtel ou en restant loin du front. C'est impossible. Ce serait malhonnête. Donc il faut être au plus près du sujet. Il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas que pour la presse, on travaille pour la mémoire collective, aussi pour l'histoire, la grande histoire. Donc il faut que les images soient fortes. On n'est pas là pour choquer, on est là pour interpeller. Voilà. L'histoire se répète. Vous nous avez aussi apporté des photos de la seconde intifada dans la bande de Gaza. Vous avez l'impression que l'histoire se répète. C'est vrai que Benjamin Netanyahou était déjà là il y a 30 ans. Est-ce que c'est une trajectoire qui vous a surpris, vous qui avez couvert le Proche-Orient ces dernières décennies ? Israël, c'est vraiment particulier parce que moi, j'ai connu des soldats en 67 qui sont des généraux à la retraite aujourd'hui. Idem chez les Palestiniens. Je connais des gens des deux côtés. C'est tragique. Un photographe israélien m'avait montré une photo qu'il avait faite après la victoire de 67 sur Jérusalem, où il y a un soldat avec la main en avant en premier plan, comme ça, et une dizaine de prisonniers palestiniens. Et il me dit, cette photo me raconte quelque chose que je n'avais pas vu. Elle me raconte l'avenir. C'est-à-dire qu'en prenant des territoires, on allait avoir sous notre coupe des milliers d'Arabes. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec ça ? Elle racontait le problème qui allait suivre. Et on voit ce soldat israélien pratiquement seul, qui avec sa main essaye de couvrir, mais il ne peut pas couvrir tous les prisonniers. Et le photographe qui a fait cette photo a vu l'angle, a vu le cadre, mais il n'a pas saisi. C'est juste après, quand il a vu le problème qu'il y avait à avoir trop de Palestiniens à l'intérieur de la frontière israélienne et trop de territoires à surveiller, cette photo racontait déjà, a été prémonitoire en fait. Ce à quoi vous assistez aussi, je le disais en vous présentant, ce sont ces actes de résistance, peut-être aussi des actes d'espoir, vous allez nous le dire. Pour un documentaire, vous avez filmé un artiste irakien contraint de peindre Saddam Hussein, et pour protester parce qu'il le haïssait, il peignait avec son sang. Ça, c'est un acte de résistance. Il y a aussi, on va le voir sur des photos, ces gens, alors vous évoquiez Grozny tout à l'heure, en Tchétchénie, la première guerre, 95, quand il y avait un temps calme, les civils sortaient et s'habillaient pour sortir. Ouais. Ça, c'était les femmes tchétchènes incroyablement courageuses. Je crois, une très très belle photo d'une petite fille sur un char. Voilà, oui. C'était un moment de calme et d'un seul coup, les civils sortent des caves, mais tout le monde s'habillait bien pour montrer cette résistance au chaos de la guerre, à la crasse.
Et voilà, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas d'électricité. J'avais fait une autre photo d'une femme qui s'était habillée en violet avec une ombrelle violette et qui est venue me parler. Et les filles se maquillaient, se faisaient belles, mettaient des belles robes et erraient au milieu des destructions. C'est leur moyen, elles, de résister et de dire non à la guerre. En fait. Mais ce qui interpelle, c'est que là, en plus, c'est une petite fille, c'est une enfant qui est sur un char. Elle n'a rien à faire là, à son âge. On pense évidemment à ce que vivent en ce moment les enfants dans la bande de Gaza. On sait que c'est une génération qui est brisée émotionnellement, psychologiquement. Vous les avez trouvés, ces enfants, dans tous les conflits que vous avez couverts à travers tous les continents. C'est les mêmes. C'est l'innocence qui est bafouée, c'est l'innocence brisée, et c'est surtout de futurs combattants. C'est ce que l'on voit dans la bande de Gaza. C'est ce que l'on voit aussi dans la bande de Gaza, d'ailleurs, c'est que le Hamas est renforcé par ce harcèlement des familles, des femmes, des enfants. On sait que le nombre de combattants qui retrouvent le Hamas a augmenté. Il y a ces femmes aussi à Kiev que vous avez photographiées, parce qu'à Kiev, on expose les chars russes, voilà, qui ont été pris, avec parfois dedans encore un soldat qui a péri. Alors, et dedans, ils ont enlevé les corps, mais comme les gens ont été brûlés, il y a forcément un peu de chair qui reste. Donc, il y a une espèce d'odeur qui plane là-dessus. Et les gens viennent se promener le dimanche, se faire des selfies au milieu des destructions. Alors, évidemment, le gouvernement ukrainien veut donner du cœur à son peuple en montrant qu'ils détruisent beaucoup de matériel russe. Mais ça crée des situations un peu bizarres, quand même. Voilà, celle-là, j'avais appelé ça « faux vuitton, vrai char ». C'est cynique. La guerre a changé de nature ces dernières années. Vous l'avez constaté avec les drones qui sont apparus. On en parlait avec le directeur de la rédaction du quotidien libanais, dont le nom m'échappe tout, qui est extraordinaire, quotidien libanais, qui parlait des drones au Liban. C'est L'Orient le jour. L'Orient le jour, merci beaucoup. Au Liban, dans la bande de Gaza, en Ukraine aussi, ça fait bouger la ligne de front, ça fait bouger la manière, l'infanterie aussi, les soldats sur le terrain. Ça devient très compliqué d'aller au front et de revenir du front. Une fois que vous êtes au front, en général, les soldats, avec les moyens qu'ils ont, de moins en moins efficaces parce que la qualité des drones augmente, mais il va falloir s'adapter. On est dans une tranchée, il y a des abris, les soldats savent à peu près quels sont les drones dans le ciel, mais aller au front, les 50 derniers kilomètres, pour y aller et pour revenir, il y a des centaines de drones dans le ciel, on ne sait pas à qui ils appartiennent et vous pouvez être tué. Si un drone vous repère, vous êtes foutu. Parce qu'il y a une caméra, il va vous suivre. Donc ça change tout. Ça rend le travail des journalistes et des soldats et des civils, de tout le monde, et des secouristes surtout, pratiquement impossible. C'est presque suicidaire. Ça complique beaucoup les choses. Donc c'est-à-dire, le seul moyen, c'est d'aller entre chien et loup, éventuellement quand ils vont changer le drone de jour par le drone thermique. Mais bon, à mon avis, ils ont des drones thermiques tout le temps. Ou alors quand il y a des nuages, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, et d'aller au front la nuit. Mais après, on ne va pas, comme avant, on pouvait faire 2-3 jours, quand on avait l'autorisation, ce qui est très difficile en Ukraine, sur le terrain, avec les militaires, sur la ligne 0, la ligne de contact. Maintenant, il vaut mieux rester 15 jours, parce qu'on ne va pas faire des allers-retours, c'est trop risqué. Patrick Chauvel, vous êtes passionnant. Il y avait tant de choses à aborder. Je vais parler d'un mot avant de nous quitter de votre fondation, parce que j'invite à regarder le travail de Patrick Chauvel et de son épouse concernant la transmission. On n'a pas dit non plus que votre fils est sur le terrain maintenant avec vous. Il y a des photos aussi avec lui lors de la bataille de Mossoul en 2016 en Irak. Vous intervenez beaucoup dans les écoles. C'est important de restaurer la crédibilité des journalistes et de contrer cette mode des réseaux sociaux. Voilà, ça, on voit votre fils à l'image. Et là aussi, c'est seulement son appareil photo qui, heureusement, a été touché ce jour-là. Par un éclat, oui. Voilà, et donc vous rappelez tout à l'heure le poids de l'image. Merci infiniment, Patrick Chauvel, d'être venu sur ce plateau. J'aurais voulu pouvoir parler encore avec vous une dizaine de minutes. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Merci. Merci.